Les gouvernements occidentaux prétendent fréquemment être le modèle de la démocratie et ils diabolisent leurs adversaires géopolitiques en les qualifiant d'autoritaristes. L'ancien président américain Joe Biden a affirmé lors de son discours sur l'état de l'Union en 2022 que l'Occident dirigé par les États-Unis mène une guerre entre les démocraties et les autocraties. Cependant, il y a un très gros problème avec ce récit. Les gouvernements occidentaux ne sont pas des démocraties, et en particulier les États-Unis ne sont pas une démocratie. Et je ne veux pas dire cela dans le sens superficiel où les gens disent « Les États-Unis, selon la Constitution, ne sont pas une démocratie. C'est en fait une république. » Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que si l'on prend la définition de la démocratie comme un système de gouvernement dirigé par et pour le peuple, représentant les intérêts du peuple du pays, les États-Unis ne sont pas une démocratie. C'est en réalité une oligarchie ou une plutocratie. Le système américain est un système dans lequel les grandes entreprises, les élites économiques et les milliardaires déterminent la politique gouvernementale et non les travailleurs ordinaires. Et il en va de même pour les pays d'Europe et l'ensemble de l'Occident collectif. Ce n'est pas parce qu'un pays organise des élections qu'il est réellement démocratique, surtout si l'on considère que les candidats à ces élections sont en grande majorité des élites économiques issues de grandes entreprises et de banques et qu'ils sont milliardaires ou qu'ils représentent les intérêts d'oligarques milliardaires qui financent leur campagne politique. Le Premier ministre canadien est un banquier millionnaire, Mark Carney, qui a auparavant dirigé les banques centrales du Royaume-Uni et du Canada et a travaillé chez Goldman Sachs. L'ancien Premier ministre italien, le dernier en date, Mario Draghi, est un banquier millionnaire issu de Goldman Sachs, de la Banque mondiale et de la Banque centrale européenne. Le président millionnaire de la France, Emmanuel Macron, est lui aussi un banquier. Et le dernier Premier ministre du Royaume-Uni, Rishi Sunak, est le plus riche de tous les premiers ministres, presque milliardaire, avec plus de 800 millions de dollars de fortune. Il a commencé sa carrière chez Goldman Sachs et maintenant il est retourné travailler chez Goldman Sachs. Et aux États-Unis, l'ascension de Donald Trump, qui est lui-même milliardaire et qui comptait 13 milliardaires dans son administration, est devenu le symbole parfait du fait que les États-Unis sont une oligarchie. Mais cela n'a pas commencé avec Donald Trump. Cela remonte à de nombreuses décennies, voire des siècles. Et des chercheurs en sciences sociales aux États-Unis et dans les pays européens ont étudié l'impact des citoyens ordinaires sur les décisions gouvernementales et ils ont constaté, dans le cas des États-Unis, que, objectivement, les États-Unis ne sont pas une démocratie. Objectivement, selon la recherche scientifique, les États-Unis sont une oligarchie. Des chercheurs en sciences sociales des universités d'élite américaines, Princeton et Northwestern, ont examiné un vaste ensemble de données comprenant 1779 questions de politique publique et ont publié leurs recherches dans une revue académique d'élite à comité de lecture. Et ils ont conclu, je cite, « L'analyse multivariée indique que les élites économiques et les groupes organisés représentant les intérêts des entreprises ont un impact indépendant considérable sur la politique gouvernementale américaine, tandis que les citoyens ordinaires et les groupes d'intérêt de masse ont peu ou pas d'influence indépendante. Les résultats apportent un soutien considérable aux théories de la domination des élites économiques, mais pas aux théories de la démocratie électorale majoritaire. » Fin de citation. Donc, pour traduire cela en termes simples, que disent-ils ici? Les données démontrent que les États-Unis sont une oligarchie. Les gens ordinaires qui travaillent n'ont en réalité aucune influence sur la politique du gouvernement américain. Ce sont plutôt les élites économiques et les grandes entreprises qui l'influencent. Et c'est pourquoi on peut observer des questions comme celle de la santé aux États-Unis, où depuis des décennies, sondage après sondage montrent que la majorité des Américains soutient la couverture santé universelle, y compris un sondage de juillet 2025 qui a révélé que 59%, soit 3 Américains sur 5, veulent Medicare pour tous et seulement 27% des Américains, soit 1 sur 4, s'y opposent. Et pourtant, cela n'arrivera jamais, que le président soit démocrate ou républicain, parce que l'industrie privée de la santé est tellement puissante et tellement vaste, et qu'elle donne tellement d'argent aux politiciens qu'elle n'autorisera jamais une véritable démocratie ni la mise en place de politiques populaires si celles-ci vont à l'encontre des intérêts de ces élites économiques. Et les politiciens
qui essaient de défier l'oligarchie aux États-Unis perdent généralement les élections parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Ou, lorsqu'ils parviennent réellement à gagner une élection, l'oligarchie finance des politiciens qui les évinceraient du pouvoir. Et l'organisation Open Secrets étudie l'influence de l'argent dans la politique américaine et a constaté que dans plus de 90% des courses à la Chambre des représentants et dans plus de 80% des courses au Sénat, les candidats qui reçoivent le plus de contributions de campagne, c'est-à-dire des dons de grandes entreprises et de milliardaires, remportent l'élection. Ainsi, dans le cas des élections américaines de 2024, 94% des candidats ayant le plus dépensé à la Chambre des représentants ont remporté l'élection et au Sénat, 88%. Donc, ce n'est pas une démocratie ou si vous voulez l'appeler une démocratie, c'est la meilleure soi-disant démocratie que l'argent puisse acheter. C'est, par définition, une oligarchie ou une plutocratie dans laquelle une petite poignée d'oligarques d'entreprises achètent les soi-disant élections. Et cela est particulièrement vrai depuis la décision de la Cour suprême Citizens United en 2010, dans laquelle le système judiciaire américain a déclaré que les entreprises sont aussi des personnes et qu'il n'y a aucune limite à la soi-disant liberté d'expression des entreprises. Et ils définissent la liberté d'expression comme le fait de donner de l'argent aux politiciens. Ainsi, la Cour suprême a ouvert la boîte de Pandore, elle a ouvert les vannes et a déclaré qu'il n'y avait aucune limite au montant des contributions de campagne, ce qui, dans de nombreux pays, serait considéré comme de la corruption. C'est illégal dans beaucoup de pays. Mais désormais, les entreprises peuvent financer les politiciens autant qu'elles le souhaitent. Il n'y a aucune limite. Les oligarques milliardaires et autres personnes riches peuvent financer les politiciens autant qu'ils le veulent. Donc, il n'y a pas de démocratie aux États-Unis. Encore une fois, objectivement parlant, c'est une oligarchie ou une plutocratie, le pouvoir par les riches. Et Donald Trump l'a rendu absolument évident, comme en plein jour. Mais il n'y a pas que Trump, je veux être clair là-dessus. Je vais parler dans quelques minutes des démocrates, vous savez, Joe Biden et Barack Obama, et de la façon dont eux aussi servent la petite poignée de grandes entreprises et d'élites économiques. Mais Trump a simplement fait tomber le masque et il l'a rendu tellement évident en remplissant son administration d'une douzaine de milliardaires. Tout d'abord, je dois mentionner que Trump a promulgué des décrets qui rendent en gros la corruption légale. Il s'est plaint que les lois anti-corruption aux États-Unis nuisaient aux entreprises américaines. Donc, ce que Trump fait réellement, c'est simplement ramener les États-Unis à l'ère dorée de la fin du 19e siècle, lorsque le système politique américain était en grande partie contrôlé par une petite poignée d'oligarques milliardaires qu'on appelait alors les barons voleurs. L'équivalent des barons voleurs aujourd'hui, au 21e siècle, seraient des oligarques milliardaires comme Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, qui est la société mère de Facebook, Instagram et WhatsApp. Et ce n'est pas un hasard si ce sont exactement ces mêmes oligarques milliardaires que Trump a invités à s'asseoir symboliquement aux côtés des membres de son cabinet lors de son investiture en janvier 2025. Et juste après son retour à la Maison-Blanche, Trump a fait adopter des politiques qui ont profité aux élites riches au détriment de tous les autres, y compris son soi-disant Big Beautiful Bill, qui a d'abord été voté à la Chambre puis adopté par le Sénat en juillet. Et c'est l'une des formes de lutte des classes les plus flagrantes que nous ayons vues depuis de nombreuses années. Cette loi va réduire massivement les impôts des Américains les plus riches. 72% des réductions d'impôts prévues par ce projet de loi profitent aux 20% des Américains les plus riches et 0% des réductions d'impôts vont aux 20% les plus pauvres. Plus vous êtes riche, plus les politiques de Trump vous avantagent. Grâce aux baisses d'impôts de Trump pour les riches, le 1% des Américains les plus aisés verront leurs impôts diminuer de 66 000 $, tandis que les 20% les plus pauvres verront leurs impôts baisser de 40 $, 4-0. Ce n'est pas une faute de frappe. Et cela intervient après que Trump a déjà réduit les impôts des ultra-riches lors de son premier mandat. En 2019, pendant le premier mandat de Trump, une étude a révélé qu'en raison des baisses d'impôts de Trump pour les milliardaires américains, les 400 familles les plus riches des États-Unis payaient un taux d'imposition moyen inférieur à celui de la moitié la plus pauvre des Américains,
c'est-à-dire des Américains pauvres et de la classe ouvrière. Les politiques de Donald Trump sont littéralement l'inverse de Robin des Bois. On prend la richesse aux pauvres et aux classes populaires pour la donner aux riches. Les milliardaires et les élites des grandes entreprises ne cessent d'agiter la peur à propos des politiciens de gauche qui veulent redistribuer la richesse, mais en réalité, nous assistons bel et bien à une redistribution. Cela se produit déjà, sauf que c'est une redistribution des pauvres vers les riches orchestrée par le gouvernement. C'est de l'oligarchie. Et je dois dire que ce n'est pas surprenant quand on regarde qui élabore la politique du gouvernement américain. Donald Trump a nommé un milliardaire de Wall Street, le gestionnaire de fonds spéculatifs Scott Bessent, à la tête du département du Trésor américain pour diriger la politique budgétaire des États-Unis. Et ce qui est particulièrement ironique, c'est que Scott Bessent a commencé sa carrière en travaillant pour l'oligarque milliardaire George Soros, qui est l'un des principaux financeurs du Parti démocrate et des organisations liées au Parti démocrate. Mais Trump ne se souciait pas vraiment que Bessent soit aussi étroitement lié à Soros, car Trump sait que Soros est un milliardaire comme lui et qu'ils font tous partie d'un petit cercle d'oligarques qui dirigent le gouvernement américain et d'autres gouvernements occidentaux. C'est ça la soi-disant démocratie capitaliste. Et pendant son premier mandat en tant que président des États-Unis, Donald Trump a nommé un autre oligarque de Wall Street à la tête du Trésor américain, Steve Mnuchin, qui possède une fortune de plus de 400 millions de dollars. Et savez-vous ce que Steve Mnuchin faisait avant de devenir le chef de la politique fiscale américaine? Il travaillait pour Goldman Sachs, la puissante banque d'investissement de Wall Street, et Goldman Sachs va revenir encore et encore, surtout quand je parlerai du gouvernement canadien et des gouvernements européens, car les premiers ministres et présidents de nombreux autres gouvernements occidentaux ont également travaillé pour la grande banque de Wall Street, Goldman Sachs. Et cela vaut même pour les soi-disant populistes de droite en Occident. Steve Bannon, par exemple, se présente fièrement comme un populiste et il a été le directeur de campagne de Donald Trump lors de l'élection présidentielle de 2016. Puis, lorsque Trump est entré à la Maison-Blanche en 2017, Bannon a été son principal stratège. Et pourtant, quel était le parcours de Bannon? Bannon a également travaillé pour Goldman Sachs, la banque d'investissement de Wall Street, et pourtant Bannon prétend être un homme du peuple. Il affirme se soucier de la classe ouvrière. Mais il n'est qu'un autre financier de Wall Street se faisant faussement passer pour un populiste. Un autre exemple clair de cela est l'oligarque milliardaire de Wall Street que Trump a nommé secrétaire au commerce des États-Unis, Howard Lutnick. Et d'ailleurs, pour ceux qui prétendent que la crypto serait soi-disant une alternative à cette oligarchie financière, ils se trompent complètement. Car ce milliardaire qui est aujourd'hui à la tête du département du commerce américain, Howard Lutnick, sa société financière de Wall Street, Cantor Fitzgerald, est très fortement investi dans la crypto. Et le plus grand fonds Bitcoin au monde est géré par BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs de la planète, avec plus de 12,5 billions de dollars d'actifs sous gestion. Donc, la crypto a été entièrement récupérée par Wall Street et le gouvernement américain, qui sont essentiellement la même chose. Je me répète. Surtout si l'on considère qu'aujourd'hui, le gouvernement américain est un oligarque milliardaire qui possède sa propre crypto-monnaie même, que le Trésor américain est dirigé par le milliardaire de Wall Street Scott Bessent et que le département du commerce américain est dirigé par le milliardaire de Wall Street Howard Lutnick. Wall Street est totalement aux commandes. C'est une oligarchie. Mais encore une fois, je dois insister sur le fait que cela n'a pas commencé avec Donald Trump. Trump n'est qu'un symptôme, il n'en est pas la cause. Et l'organisation de lutte contre la pauvreté, Oxfam je pense, a très bien résumé la situation. Elle a écrit, je cite, « Depuis des années, Oxfam, ainsi que des défenseurs et des militants du monde entier, soutient que la concentration extrême de la richesse conduit à une concentration extrême du pouvoir permettant à une poignée d'ultra-riches de resserrer leur emprise sur les gouvernements, les économies et les médias. » L'oligarchie ne se crée pas du jour au lendemain. Des décennies de politique et de décisions, tous partis confondus, en faveur des méga-entreprises et des ultra-riches, nous ont menés ici. Les segments les plus riches des États-Unis contrôlent aujourd'hui une part de la richesse encore plus grande qu'à l'époque de l'âge d'or. Rien que les 5 plus grands milliardaires possèdent aujourd'hui ensemble plus de 1000 milliards de dollars de richesse.
Fin de citation. Et il n'y a pas que les républicains qui sont responsables de cela, mais aussi les démocrates. Et Joe Biden en est un parfait exemple. Lorsque Biden faisait campagne pour devenir président en 2019, il a réuni un groupe de riches donateurs de Wall Street dans un hôtel luxueux à Manhattan. Et il leur a promis qu'il ne, je cite, diaboliserait pas, fin de citation, les riches. Et Biden a assuré, je cite, le niveau de vie de personne ne changera. Rien ne changera fondamentalement. Fin de citation. Voilà les paroles inspirantes du démocrate Joe Biden en 2019, puis un an plus tard, en 2020, il a remporté l'élection présidentielle, il a battu Trump et Biden a été président pendant 4 ans et il a violé la plupart de ses promesses, mais il en a tenu une, sa promesse la plus importante, à savoir son engagement que rien ne changerait fondamentalement. Rien n'a effectivement changé fondamentalement. Tout comme rien n'a fondamentalement changé sous son prédécesseur démocrate Barack Obama. Et n'oublions pas qu'en 2008, Wall Street était responsable de la pire crise financière depuis 1929, depuis la Grande Dépression. Et quelle a été la réponse de Barack Obama? Ça a été de renflouer les oligarques de Wall Street qui avaient causé la crise. Et cela n'a rien de surprenant quand on considère que, lors de l'élection présidentielle de 2008, qui étaient les plus grands donateurs de la campagne d'Obama? Eh bien, selon le site Open Secrets, le numéro 2 était Goldman Sachs, la banque d'investissement de Wall Street. Le numéro 4 était Microsoft, le monopole de la tech de la Silicon Valley. Le numéro 5 était JP Morgan Chase, la plus grande banque des États-Unis. Le numéro 6 était Google, le géant du secteur technologique. Le numéro 7 était une autre banque de Wall Street, Citigroup. Mais encore une fois, je veux être juste. Il n'y a pas que les démocrates, il y a aussi les républicains. Vous savez qui était l'adversaire républicain d'Obama lors de l'élection présidentielle américaine de 2008? C'était le républicain néoconservateur John McCain. Et qui étaient les plus grands donateurs de sa campagne? Merrill Lynch, la société d'investissement de Wall Street, qui, en 2008, a été rachetée par Bank of America. En deuxième position, JP Morgan Chase. En troisième, Citigroup. En quatrième, une autre société de Wall Street, Morgan Stanley. En sixième, Goldman Sachs. En huitième, une autre grande banque, UBS. Puis, avançons jusqu'à l'élection de 2012 aux États-Unis, qu'Obama a également remportée, et le deuxième plus grand donateur de la campagne d'Obama était Microsoft. Le troisième plus grand donateur était Google. Et 2012 a été une élection présidentielle américaine très révélatrice, car il y avait Obama qui a renfloué Wall Street en 2009 et sauvé les oligarques capitalistes qui avaient détruit l'économie. Mais qui était l'adversaire d'Obama en 2012? Le candidat du Parti républicain était Mitt Romney, qui venait directement de Wall Street. Il était le cofondateur du fonds de capital investissement Bain Capital. Et si vous regardez les principaux bailleurs de fonds de Mitt Romney lors de sa campagne de 2012, c'était un véritable who's who de Wall Street. En première position, Goldman Sachs. En deuxième, Bank of America. En troisième, Morgan Stanley. En quatrième, JP Morgan. En cinquième, Wells Fargo. En sixième, Credit Suisse. En septième, Deloitte. En neuvième, Citigroup. En dixième, UBS. Je veux dire, c'est une oligarchie, ce n'est pas une démocratie. Je dois d'ailleurs préciser qu'un autre effet de la décision Citizens United de 2010, dans laquelle la Cour suprême a déclaré qu'il n'y a aucune limite à la somme d'argent que les entreprises peuvent dépenser pour acheter des politiciens aux États-Unis, un autre effet de cette décision a été la création des super PAC, ce qui a facilité la tâche aux grandes entreprises et aux milliardaires pour dissimuler l'argent qu'ils donnent afin d'acheter des politiciens, ce qu'ils font effectivement. Ils les achètent tout simplement. Encore une fois, dans de nombreux pays, cela serait considéré comme de la corruption. Ils soudoient essentiellement ces politiciens pour s'assurer qu'ils servent les intérêts des grandes entreprises et des élites économiques. Ainsi, après l'élection de 2012, il est devenu plus difficile de savoir exactement qui donnait de l'argent pour financer ces politiciens, pour acheter ces politiciens aux États-Unis. Mais, même dans le cas de la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle de 2020, le plus grand donateur de sa campagne, celui qui l'a acheté, était Bloomberg, fondé et dirigé par l'oligarque milliardaire du même nom, Michael Bloomberg. Plus de 94 millions de dollars de dons ont été versés à la campagne de Biden par l'intermédiaire de Bloomberg.
Et dans le cas de la campagne présidentielle de Donald Trump en 2024, les 3 plus grands donateurs étaient tous des oligarques milliardaires extrêmement puissants, dont SpaceX, qui est évidemment Elon Musk, l'oligarque le plus riche du monde, faisant transiter de l'argent par SpaceX vers Trump. Et ensuite, en deuxième position, il y avait Timothy Mellon, l'oligarque milliardaire issu de la puissante dynastie Mellon. Et en troisième position, Miriam Adelson, la veuve de Sheldon Adelson, un autre oligarque milliardaire. Adelson a donné à Trump plus de 100 millions de dollars. Mellon a donné 150 millions de dollars à Trump. Et Elon Musk, l'oligarque le plus riche du monde, a fait don de 288 millions de dollars pour faire élire Trump en 2024. Et depuis, il s'est vanté, et il a probablement raison, que si Musk n'avait pas fait campagne pour Trump et ne lui avait pas donné tout cet argent, Trump aurait probablement perdu. Donc, c'est essentiellement l'homme le plus riche du monde qui se vante d'avoir acheté la Maison-Blanche. Et bien sûr, quelques mois plus tard à peine, Trump et Musk ont eu une rupture politique, alors maintenant Musk a créé son propre parti politique qu'il appelle le America Party. Il va donc essayer d'acheter la politique à travers son propre parti politique. Ceci, encore une fois, c'est une oligarchie. Et chaque fois qu'il y a un rare politicien qui essaye de défier les oligarques d'entreprise qui dirigent les États-Unis, ils mènent une guerre politique et économique brutale contre ce politicien. Un bon exemple de cela est Zaran Mamdani, qui se déclare socialiste-démocrate et qui a remporté la primaire du Parti démocrate pour devenir maire de New York. Maintenant, il n'a pas encore remporté l'élection proprement dite pour devenir maire de New York, seulement la primaire, mais immédiatement après que les habitants de New York ont voté pour lui et qu'il a gagné avec une large avance, un groupe d'oligarques milliardaires et centimillionnaires de New York, principalement de Wall Street, se sont tous réunis et ont dit « Que pouvons-nous faire pour réunir 20 millions de dollars afin d'empêcher ce politicien de gauche de devenir réellement maire ?» Et ce, malgré le fait que le peuple ait voté pour lui lors de la primaire. Comme l'a rapporté le Wall Street Journal, je cite, « Le milieu financier new-yorkais se précipite pour constituer une cagnotte anti-Mamdani. Un nouveau groupe prévoit de lever au moins 20 millions de dollars pour stopper le socialiste démocrate dans la course à la mairie. » Fin de citation. Encore une fois, c'est de l'oligarchie. N'oublions pas ce qui est arrivé au politicien le plus populaire des États-Unis. Vous savez de qui il s'agit? C'était Bernie Sanders. En 2017, un sondage a révélé que Bernie Sanders, le socialiste démocrate autoproclamé, était le politicien le plus populaire des États-Unis. Et pourtant, qu'a fait le Parti démocrate à Sanders lors de la primaire de 2016? La direction du Parti démocrate, le DNC, a saboté le politicien le plus populaire des États-Unis parce que les oligarques d'entreprises qui possèdent le Parti démocrate, qui financent et achètent les politiciens à la tête du DNC, avaient peur du message de gauche de Bernie Sanders et ils ont saboté sa campagne de manière antidémocratique. Des courriels internes du DNC ont été publiés par Wikileaks et il s'agissait de preuves irréfutables que le Parti démocrate avait conspiré pour saboter sa campagne. Et le DNC a même été contraint de présenter des excuses publiques officielles à Sanders. Mais cela n'a rien changé, car la direction du Parti démocrate avait déjà réussi à introniser la candidate de droite, Hillary Clinton, comme candidate du parti, et bien sûr, elle a perdu l'élection présidentielle de 2016 face à Donald Trump. Et Trump et Clinton étaient les candidats les moins populaires de l'histoire enregistrée, depuis que l'on fait des sondages sur les candidats à la présidence des États-Unis. Tous deux étaient les candidats les moins populaires. Mais les oligarques milliardaires et les grandes entreprises qui possèdent le Parti démocrate, qui le financent et le contrôlent, en réalité, préféraient perdre l'élection face à Trump, car ils savaient que Trump réduirait leurs impôts plutôt que de permettre à un candidat de gauche comme Bernie Sanders de devenir président. Mais maintenant, je veux passer à l'Europe parce que j'ai passé beaucoup de temps ici à parler du fait que les États-Unis sont une oligarchie, mais il n'y a pas que les États-Unis. Certaines personnes en Europe aiment pointer du doigt les États-Unis et dire « Oh, les États-Unis sont tellement corrompus ». Et ils ont raison, les États-Unis sont très corrompus et le système politique est très antidémocratique, mais les soi-disant démocraties européennes sont aussi très antidémocratiques.
Ce sont aussi des oligarchies et des plutocraties dans lesquelles des oligarques capitalistes contrôlent le système politique. Et il suffit de regarder ce qui s'est passé au Royaume-Uni avec Jeremy Corbyn, qui a été le leader le plus populaire du Parti travailliste depuis des décennies, mais parce qu'il était socialiste et qu'il soutenait des politiques de gauche allant à l'encontre des oligarques d'entreprise qui dirigent le Royaume-Uni, il a lui aussi été saboté par son propre parti, le Parti travailliste. Cela a été admis dans des documents internes qui ont fuité du Parti travailliste. Et puis le principal journal britannique, The Guardian, qui a diffusé pendant des années une propagande anti-Corbyn virulente et qui est liée à l'aile droite du Parti travailliste, dont il est un organe de propagande. The Guardian a publié en 2024 un article se vantant de la manière dont les élites au sein du Parti travailliste, étroitement liées aux oligarques d'entreprise et à la City de Londres, l'oligarchie financière, se sont vantés d'avoir saboté Corbyn lorsqu'il a été élu à une écrasante majorité par les membres de base du Parti travailliste pour en devenir le leader. Cet article était intitulé, je cite, « Corbyn s'était approché trop près du soleil. Comment les initiés du Parti travailliste ont combattu la gauche et tracé la voie du parti vers le pouvoir. » Fin de citation. Cependant, il n'y a pas que les élites d'entreprise au sein du Parti travailliste qui ont saboté Corbyn, mais aussi les agences de renseignement britanniques. Corbyn lui-même a expliqué comment il avait eu des réunions d'information avec le MI5 et le MI6, qui sont les agences de renseignement internes et externes, les agences d'espionnage du Royaume-Uni, et que lors de ces réunions privées, les informations que Corbyn avait communiquées avaient été divulguées par ces espions britanniques afin de le saboter. C'est le régime britannique qui viole ouvertement la démocratie au profit de l'oligarchie d'entreprise. De plus, Corbyn a révélé que lors de ces réunions, les agences de renseignement américaines l'avaient menacé parce qu'il est un anti-impérialiste. Contrairement à Bernie Sanders, Corbyn est un anti-impérialiste cohérent depuis des décennies et un militant anti-guerre de longue date, ainsi que l'un des dirigeants de la coalition Stop the War au Royaume-Uni. Et il a révélé que les agences de renseignement américaines l'avait menacé parce qu'il s'opposait à l'implication du Royaume-Uni dans la guerre par procuration en Syrie. Maintenant, certains détracteurs de Corbyn diraient « Oh, il a juste inventé ça ». Eh bien, le journaliste d'investigation britannique Matt Kennard du très bon site Declassified UK s'est penché sur cette question et il a trouvé beaucoup de preuves. Il a trouvé 34 articles majeurs dans la presse britannique dans lesquels des responsables de l'armée et du renseignement du Royaume-Uni diffamaient Corbyn en le présentant comme un soi-disant danger pour la sécurité britannique. Nous avons donc ici des dizaines d'exemples d'espions britanniques et d'officiers militaires utilisant les médias comme une arme politique pour saboter Corbyn et l'empêcher de devenir Premier ministre. Et finalement, ils ont réussi car, encore une fois, le Royaume-Uni n'est pas une démocratie, c'est une oligarchie. Et tout comme Trump est le symbole parfait de l'oligarchie aux États-Unis, l'ancien Premier ministre britannique Rishi Sunak est le symbole parfait de l'oligarchie au Royaume-Uni. Rishi Sunak a été Premier ministre pour le Parti conservateur et seulement quelques mois après avoir quitté ses fonctions, il a trouvé un nouvel emploi chez, roulement de tambour, Goldman Sachs. J'ai mentionné plus tôt que ce nom reviendrait encore et encore. C'est la gigantesque banque d'investissement de Wall Street et de nombreux politiciens aux États-Unis et en Europe ont travaillé pour Goldman Sachs. Je lis ici un article du Financial Times datant de juillet. Il est indiqué « L'ancien Premier ministre britannique Rishi Sunak s'apprête à rejoindre Goldman Sachs en tant que conseiller principal. Ce poste marque un retour à la banque d'investissement de Wall Street pour Sunak, qui y a passé les premières années de sa carrière de 2001 à 2004, d'abord comme stagiaire d'été, puis comme analyste junior. C'était donc son premier emploi. Wall Street, Goldman Sachs, a contribué à former le futur Premier ministre de l'oligarchie britannique. Et cet article précise que, dans ses nouvelles fonctions au sein de cette banque d'investissement de Wall Street, Sunak va conseiller des clients fortunés sur des questions géopolitiques et économiques. Il va donc tirer profit de ses contacts internes
au sein du régime oligarchique britannique et aider les riches oligarques du monde entier à profiter de ces informations privilégiées, ce qui est légal parce que les gouvernements occidentaux sont des oligarchies et des plutocraties, pas des démocraties. Le magazine Fortune a publié un autre article soulignant que Rishi Sunak était le premier ministre le plus riche de l'histoire du Royaume-Uni et qu'il travaille désormais chez Goldman Sachs après avoir gagné 668 000 $ en 3 mois simplement en s'adressant à quelques entreprises de Wall Street. Le magazine Fortune a indiqué que Rishi Sunak et sa femme possèdent ensemble une fortune de 870 millions de dollars américains. Ils sont presque milliardaires, très proches de l'être. Dans quelques années, ils seront probablement milliardaires grâce à leurs liens politiques avec l'oligarchie britannique. Et cet article a souligné que Sunak travaille avec le Washington Speakers Bureau et qu'en avril et mai 2025, il a été payé 668 000 $ pour avoir donné 3 discours à des entreprises de Wall Street, dont une intervention pour Bain Capital. Ce nom vous dit-il quelque chose? Je l'ai mentionné plus tôt parce que Bain Capital a été fondé par Mitt Romney, le gestionnaire de fonds de Wall Street, qui était le candidat du Parti républicain à la présidentielle de 2012 face à Barack Obama. Ainsi, sa société Bain Capital verse des centaines de milliers de dollars à l'ancien Premier ministre britannique, Rishi Sunak, pour une intervention, et il est évident qu'il fournit des informations et établit des contacts qui aideront les initiés de Wall Street à gagner encore plus d'argent. Il considère les centaines de milliers de dollars qu'il dépense comme un investissement, car encore une fois, ce genre d'activité qui serait considérée comme illégale dans de nombreux pays, qui serait vue comme de la corruption, est totalement courante dans les régimes occidentaux parce qu'ils ne sont pas des démocraties, ce sont des oligarchies et des plutocraties. Et aujourd'hui, le Premier ministre britannique Keir Starmer est une marionnette de l'oligarchie des grandes entreprises. Il représente l'aile droite du Parti travailliste qui a saboté Corbyn et il est aussi une marionnette obéissante des États-Unis qui fait tout ce que les États-Unis veulent. Et bien qu'il soit le chef du soi-disant Parti travailliste, il va à l'encontre des intérêts de la classe ouvrière dans pratiquement tous les domaines, tout comme l'ancien dirigeant de droite du Parti travailliste, Tony Blair, qui a soutenu l'invasion de l'Irak menée par les États-Unis en 2003. Keir Starmer est la réincarnation de Tony Blair, mais avec encore moins de charisme cette fois-ci. Vous savez, l'histoire se répète. La première fois, c'est une tragédie, la seconde fois, c'est une farce. Et Keir Starmer a mis en place des mesures d'austérité néolibérale, notamment en supprimant les subventions pour le chauffage hivernal destiné aux retraités âgés au Royaume-Uni, tout en servant les intérêts des oligarques d'entreprise. Encore une fois, ce n'est pas une démocratie. Nous avons déjà passé beaucoup de temps ici à parler de l'oligarchie américaine et de l'oligarchie britannique. Parlons maintenant des autres oligarchies en Europe. Commençons par la France. En 2017, les Français ont élu le banquier millionnaire qui est le symbole parfait de l'oligarchie européenne. Et peu après son arrivée au pouvoir en tant que président, le banquier Macron a supprimé l'impôt sur la fortune en France. Et quel a été le résultat? Eh bien, le magazine Forbes l'a formulé ainsi. Citation. Les riches de France sont devenus beaucoup plus riches après l'abolition de l'impôt sur la fortune. Fin de citation. Quelle surprise! Ce rapport a noté que le gouvernement Macron a tenté de justifier la suppression de l'impôt sur la fortune en invoquant l'idée de la théorie du ruissellement, affirmant qu'en réduisant les impôts sur la fortune des riches, ils investiraient davantage, ce qui entraînerait une croissance économique et une augmentation de l'emploi. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Au contraire, la pauvreté a augmenté rapidement en France tandis que les riches deviennent de plus en plus riches. Mais bien sûr, nous savions que cela allait arriver, car c'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis avec Ronald Reagan dans les années 1980 et avec Margaret Thatcher au Royaume-Uni dans les années 1980. Cette théorie du ruissellement était la même vieille idéologie éculée du néolibéralisme, du fondamentalisme, du libre marché, qui a été introduite dans les années 1980, qui a dévasté les économies à travers l'Occident et a vraiment nui aux classes populaires, tout en ne faisant que renforcer ces oligarchies économiques et corporatistes. Et d'ailleurs, le gouvernement français lui-même a créé un comité pour l'évaluation des réformes fiscales sur le capital et a enquêté sur l'impact de la suppression de l'impôt sur la fortune sous Macron,
et ce comité gouvernemental est arrivé à la conclusion à contre-cœur qu'il n'existe absolument aucune preuve que cela ait bénéficié à l'économie d'une quelconque manière. Cela n'a pas conduit à une croissance économique plus forte, encore moins à des bénéfices positifs pour les Français pauvres et issus des classes populaires. C'est exactement le contraire qui s'est produit. Leur niveau de vie a baissé tandis que les riches s'enrichissaient. Ceci provient d'une étude gouvernementale publiée en 2022, 4 ans après la suppression de l'impôt sur la fortune. C'est précisément pour cette raison que le leader de l'opposition de gauche en France, Jean-Luc Mélenchon, a surnommé Macron le président des riches. Et même Politico Magazine, l'un des médias les plus traditionnels en Occident, a reconnu dans un article, je cite, « Macron est vraiment le président des riches ». Fin de citation, en analysant les résultats des tendances de vote et en constatant que les riches soutiennent massivement Macron, et même lorsqu'il perd des élections parce que le peuple vote contre ses politiques de droite en faveur des riches, il s'accroche tout de même au pouvoir, ce qui est exactement ce qui s'est passé en 2024. Il y a eu des élections législatives anticipées qui ont été convoquées par Macron lui-même. Son parti a perdu ces élections. La coalition de gauche, le Front populaire, a remporté ces élections. Ils ont obtenu plus de voix que n'importe quel autre bloc de partis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Macron a ignoré les résultats des élections et il a choisi lui-même un candidat oligarque de droite issu d'un parti extrêmement impopulaire. Ils ont obtenu très peu de voix et c'est pourquoi il y a eu d'énormes manifestations en France et les gens en France accusaient Macron d'avoir volé l'élection, d'avoir mené un coup d'État politique et de gouverner comme un dictateur. Voilà pour l'oligarchie en France. Passons maintenant à l'Allemagne, qui est aussi une oligarchie. Savez-vous qui est l'actuel Premier ministre de l'Allemagne? C'est le politicien de droite, Friedrich Merz. Et savez-vous quel était son parcours? Merz était auparavant le président de la branche allemande de BlackRock. Encore une fois, BlackRock est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. C'est probablement la société financière la plus puissante de la planète. Elle gère plus de 12,5 billions de dollars d'actifs et l'un des principaux moteurs de la croissance des actifs gérés par BlackRock a été la crypto. Encore une fois, la crypto n'est pas une alternative, elle fait partie du problème. BlackRock gère le plus grand fonds Bitcoin au monde, qui est le BlackRock Bitcoin ETF. Et l'oligarque qui dirigeait auparavant la branche allemande de BlackRock, Friedrich Merz, est désormais le chef politique de l'oligarchie allemande, et voici un article d'un journal irlandais. Il décrit Merz comme un millionnaire conservateur. Il précise qu'il a été avocat d'affaires pendant de nombreuses années et qu'il possède 2 jets privés. Cet article a d'ailleurs souligné que Merz n'avait jamais été ministre dans un gouvernement allemand et qu'il dirige maintenant le gouvernement allemand. Et son parti de droite, la CDU, le Parti chrétien-démocrate, n'a obtenu que 28% des voix lors de l'élection, mais ils ont réussi à former une coalition gouvernementale, car encore une fois, il s'agit d'une oligarchie, pas d'une démocratie. Très bien, donc j'ai parlé des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne. Parlons de l'Italie, une autre oligarchie en Europe. Le précédent Premier ministre de l'Italie était Mario Draghi. Qui est Mario Draghi? C'est un autre millionnaire qui a longtemps été président de la Banque centrale européenne. C'est un pur fondamentaliste du marché néolibéral et il a auparavant été gouverneur de la Banque d'Italie, directeur exécutif de la Banque mondiale et bien sûr, il a été vice-président et directeur général de Goldman Sachs, encore un nom qui revient sans cesse, la banque d'investissement de Wall Street. Et parce qu'il a été un serviteur loyal de l'oligarchie d'entreprise en Europe, il est devenu Premier ministre de l'Italie et il a gouverné l'Italie au nom de ses oligarques d'entreprise. Voici un article de 2002 sur le site web de Goldman Sachs intitulé « Le professeur Mario Draghi rejoint Goldman Sachs » qui précisait qu'il était nommé vice-président de Goldman Sachs International et soulignait que ce futur Premier ministre italien, je cite, « aidera la société à développer et à exécuter des affaires avec les grandes entreprises européennes ainsi qu'avec les gouvernements et les agences gouvernementales du monde entier. » Fin de citation. Voilà donc la porte tournante entre Wall Street et les gouvernements occidentaux, car ce sont des oligarchies qui servent les intérêts de Wall Street et non ceux des travailleurs ordinaires. Enfin, avant de conclure ici, je voudrais parler d'une autre oligarchie occidentale. J'ai parlé des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France,
de l'Allemagne et de l'Italie, qui sont toutes des oligarchies. Parlons maintenant du Canada, en Amérique du Nord. L'actuel Premier ministre du Canada, le Premier ministre libéral depuis mars 2025, est Mark Carney. Comme Mario Draghi et comme tant d'autres responsables occidentaux que j'ai mentionnés, Mark Carney a auparavant travaillé chez Goldman Sachs, la grande banque d'investissement de Wall Street. Mark Carney a également été gouverneur de la Banque du Canada et gouverneur de la Banque d'Angleterre. Il a donc été gouverneur de deux banques centrales occidentales différentes, mettant en œuvre la politique monétaire au nom des oligarques occidentaux et des banques commerciales. Et il avait non seulement la citoyenneté canadienne, mais aussi celle du Royaume-Uni et de l'Irlande, et il a renoncé à ses autres citoyennetés pour devenir Premier ministre du Canada. Et maintenant, il gouverne le Canada au nom de l'oligarchie canadienne et de l'oligarchie américaine, car l'oligarchie canadienne n'est en réalité qu'une extension de l'oligarchie d'entreprises américaines de Wall Street. Alors, résumons ici. Le président des États-Unis, Donald Trump, est un milliardaire et il y a une douzaine de milliardaires dans son administration. Le Premier ministre canadien est un banquier millionnaire qui a auparavant dirigé les banques centrales du Royaume-Uni et du Canada et a travaillé chez Goldman Sachs. L'ancien Premier ministre d'Italie, le dernier Premier ministre, Mario Draghi, est un banquier millionnaire issu de Goldman Sachs, de la Banque mondiale et de la Banque centrale européenne. Le président millionnaire de la France, Emmanuel Macron, est également un banquier. Et le dernier Premier ministre du Royaume-Uni, Rishi Sunak, est le Premier ministre le plus riche de l'histoire, presque milliardaire, avec plus de 800 millions de dollars de fortune. Il a commencé sa carrière chez Goldman Sachs et maintenant, il est retourné travailler chez Goldman Sachs. Pendant ce temps, le chef du Trésor américain, Scott Benson, est un milliardaire de Wall Street qui a travaillé pour des fonds spéculatifs, notamment pour le milliardaire financier du Parti démocrate, George Soros, et le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, est un autre oligarque milliardaire de Wall Street, fortement investi dans les crypto-monnaies. Et désormais, le gouvernement américain s'implique lui aussi profondément dans les crypto-monnaies. Donc, la morale de cette histoire, c'est que ces régimes occidentaux ne sont pas des démocraties. Ce sont des oligarchies. Ce sont des plutocraties. La politique gouvernementale n'est pas élaborée au nom des gens de la classe ouvrière. La politique est faite au profit d'une petite poignée d'oligarques capitalistes, car, encore une fois, le capitalisme n'est pas démocratique. Quand vous avez un système capitaliste, votre système politique ne peut pas être une démocratie. C'est inévitablement une oligarchie et une plutocratie. Et tout comme à la fin du 19e siècle aux États-Unis, où les barons voleurs dominaient complètement la politique américaine, aujourd'hui, il devient totalement indéniable que les États-Unis sont une oligarchie. Mais comme je l'ai souligné tout au long de cette analyse aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement des États-Unis et il ne s'agit pas seulement de Trump. Ces soi-disant démocraties occidentales ne sont pas des démocraties. Ce sont des oligarchies plutocratiques et elles diabolisent leurs adversaires géopolitiques en les qualifiant d'horribles soi-disant régimes autoritaires, alors qu'en réalité, ces régimes occidentaux sont profondément autoritaires et antidémocratiques. Sur ce, je vais conclure ici. Je suis Ben Norton, je suis le rédacteur en chef de Geopolitical Economy Report. Je tiens à remercier tout le monde de m'avoir rejoint aujourd'hui. Merci d'aimer et de vous abonner. Merci de partager ceci. Je vous retrouve tous la prochaine fois.